Bonjour chers téléspectateurs de Tawhid TV, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Autour de la diplomatie. Autour de la diplomatie, mesdames et messieurs, c'est l'émission qui vous plonge au cœur de la vie diplomatique afin de vous faire découvrir les différents aspects de la diplomatie ainsi que ces différents acteurs qui participent au rayonnement de nos États sur le plan international. Aujourd'hui, pour ce tout nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir Mamadou Djité, docteur en droit public, consultant et spécialiste des relations internationales. Bonjour professeur. Bonjour Madame Cissé, c'est un plaisir de venir sur votre plateau pour discuter de ce thème. Merci professeur. Pouvez-vous nous présenter davantage pour nos téléspectateurs? Bon, je pense que vous avez dit l'essentiel, hein? Je suis enseignant, donc chercheur, en même temps consultant. J'ai d'autres activités, mais bon, pour cette émission, je pense que c'est déjà bien de se limiter sur le plan scientifique et académique. D'accord, merci professeur. Alors, chers téléspectateurs, pour cette édition, nous aborderons avec le professeur des différents aspects de la diplomatie, en partant même du principe, avant de voir l'importance qu'occupe la diplomatie dans les relations internationales. Alors, professeur, si je vous demandais de nous définir la diplomatie, quelle serait votre réponse? Merci pour cette question hyper importante parce que nous, en tant que chercheurs, toujours, avant de parler d'une chose, il faut d'abord en définir les contours. Donc, étymologiquement, le mot diplomatie vient du latin diploma, qui signifie diplôme. Un diplôme présenté, un document officiel en tout cas, présenté sur un feuillet plié en deux. Ça vient également du grec diploma toujours, qui signifie diplôme en même temps, sauf-conduit, passeport, en tout cas un document officiel qu'on présente sur une tablette pliée en deux. Maintenant, dans le langage académique, voilà, la diplomatie, c'est l'art de la conduite des relations entre États. Donc, les États, comme nous le savons tous, sont aujourd'hui devenus les acteurs principaux des relations internationales. Maintenant, leurs relations, tout ce qui tourne autour, c'est la diplomatie qui prend ça en charge. Maintenant, quand on ne peut pas parler de diplomatie, donc, sans parler de l'acteur qui met en œuvre cette diplomatie qu'on appelle le diplomate. Donc, le diplomate, c'est la personne, c'est l'agent nommé par l'État auprès d'un autre État et qui discute de leurs intérêts respectifs. Donc c'est un mot, dit-on, qui aurait été employé pour la première fois par Robespierre en 1792, qui est un homme politique français, avocat, qui a eu à utiliser pour la première fois ce mot-là. Depuis, ça a été intégré dans un ouvrage qu'on appelle Néologie ou vocabulaire des mots nouveaux de Louis-Sébastien Mercier. Donc Louis-Sébastien Mercier dit que le diplomate, c'est un négociateur. C'est un agent qui est nommé par une puissance auprès d'une autre puissance pour traiter des problèmes qui les concernent entre deux puissances. Voilà un peu le concept de diplomatie et en même temps l'agent chargé de mettre en œuvre cette relation diplomatique entre deux États. Voilà ce qu'on peut dire de la diplomatie. Merci professeur, merci. Donc à vous entendre parler, on se doute bien que la diplomatie était pratiquée depuis longtemps. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment a été établie cette diplomatie dans le temps? Dans le temps, la diplomatie était pratiquée dans le cadre de ce qu'on appelle les émissaires. À l'époque, il y avait des royaumes, voilà, et des sultanats, n'est-ce pas, et des empires. Maintenant, souvent, ces autorités-là s'envoyaient réciproquement des agents qu'on appelait des émissaires. Maintenant, avec l'évolution, on a créé des ambassades dans des États respectifs. Ça a été pour la première fois expérimenté en Italie au XVe siècle, entre deux villes à l'époque qu'on considérait comme des royaumes, entre Milan et Gênes. Donc pour la première fois, on a constaté qu'on avait créé des ambassades pour accueillir des agents qui vont siéger dans un État au bénéfice de l'autre. Et cet agent-là gérait les relations entre ces deux puissances. Voilà comment ça a évolué. Et depuis lors,
ça fait tache d'huile, ça s'est propagé. Tous les États maintenant s'envoient des agents respectifs pour négocier et pour maintenir leurs relations et discuter de tout entre ces deux États-là pour que leurs relations puissent se faire dans un cadre pacifique et dans un cadre normé. Voilà un peu l'évolution. Maintenant, il y a deux conceptions. La première conception, qui est une conception développée par les historiens et les juristes, l'agent diplomatique ou la diplomatie se limitait seulement à la conservation et à l'interprétation de traités et de conventions. Donc, les traités et les conventions sont les documents juridiques qui régissent les États au plan international. Donc l'agent diplomatique se limitait, avait pour rôle principal de conserver, d'interpréter ces traités-là et ces conventions. Mais depuis lors, surtout au XXe siècle, dès le début du XXe siècle et jusqu'au XXIe siècle, il y a une conception anthropologique de la diplomatie. C'est quoi la conception anthropologique? Maintenant, le diplomate ne se limite plus seulement à interpréter, à conserver des traités, mais c'est un passeur entre deux cultures. Le diplomate, c'est quelqu'un qui doit appréhender et connaître l'autre, son histoire, sa culture, son parcours, son pays, la langue même du pays où il est accueilli. Donc le diplomate est devenu le trait d'union culturel entre deux États. Donc cette approche anthropologique a été à l'origine de la diversité des acteurs qui interviennent dans la diplomatie. Parce que tout au début, les diplomates étaient souvent des agents de carrière, des diplomates de carrière. Voilà, des diplomates de carrière, c'est des agents qui étaient recrutés par l'État sur la base d'un concours administratif. Au Sénégal, je peux donner l'exemple de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui ouvre ses portes à tous les Sénégalais qui remplissent un certain nombre de conditions. Après 2 ans de formation, vous sortez comme conseiller diplomatique des affaires étrangères. C'est les cadres supérieurs, donc avec un bac plus 4. Maintenant, c'est le bac plus 5 avec la réforme LMD, donc le niveau de master. Vous faites le concours, vous sortez. Après 2 ans de formation, vous devenez un conseiller des affaires étrangères. Il y a maintenant des agents, des cadres moins, qu'on appelle des chanceliers des affaires étrangères, qui entrent à l'ENA avec le niveau bac et qui font là-bas 2 ans. Voilà les diplomates de carrière. Mais avec l'évolution, comme j'ai dit tout à l'heure, l'approche anthropologique, avec les nouveaux enjeux dans les relations internationales, l'État a diversifié les acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des diplomates qui sont des politiques, qui sont des avocats, qui sont des hommes de tenue, hein, des agents qui étaient des commissaires de police ou bien des chefs d'état-major général des armées sont aujourd'hui recrutés dans ce corps diplomatique. Vous avez même des marabouts dans le corps des diplomates actuels. Parce que, voilà, ils peuvent être des diplomates. Pour vous montrer comment cette évolution anthropologique a fait que on voit maintenant l'État du Sénégal, et tous les États maintenant le font, regardent d'abord l'état d'accueil, les réalités de cet état d'accueil, la culture de cet état d'accueil. Ils essaient de chercher un profil qui peut coïncider avec la culture de cet état accréditaire. C'est ce qui fait que je peux donner l'exemple de, dans les pays du Golfe au Sénégal, généralement, ce sont nos marabouts qui sont nommés là-bas comme ambassadeurs. Souvent, c'est les Sisi, la famille de Tivaouane, ou les Mbake Mbake, ou les Niassène qui sont nommés là-bas souvent comme ambassadeurs. Parce qu'on prend en compte l'aspect culturel de ces pays-là, dont la langue, c'est l'arabe. Et souvent, nos marabouts sont très outillés dans ce domaine-là. Je cite l'exemple de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui a été ambassadeur en Égypte durant les années 60. Quand il venait pour présenter ses lettres de créance, pour vous montrer comment l'aspect culturel est important, et la langue est le véhicule de la culture, étant un lettré en arabe, très à l'aise, en présentant ses lettres de créance à Nasser, il a élaboré un poème en arabe, en disant « Oudi wa man yuhdi ilal asad shiblan, faqad awfa ilal asad ». En résumé, ça veut dire quoi? Il dit à Nasser « Je t'apporte un lionceau », parce qu'il avait par devers lui un lionceau.
qu'il est allé chercher à Yarakh, ici, dans notre parc. Donc il a amené ce lionceau à Nasser pour lui dire que ce lionceau est orphelin. Puisque vous êtes un lion, je vous confie ce lionceau pour que tu prennes soin de ce lion-là. Donc, et ça a fait vraiment, ça a été très bien apprécié par Nasser. Et tous les Arabes, tous les habitants d'Égypte étaient très contents de ce poème, parce qu'avant tout, c'est un pays de culture. N'oubliez pas que l'Égypte abrite la première université islamique, Al-Azhar. Donc, et c'est de là-bas que Cheikh Ahmed Tidiane Sy a eu à être qualifié de l'empereur des poètes. Donc, on lui a décerné ce titre-là, parce que à travers ce poème, il montrait qu'il maîtrisait bien la langue arabe. Et cette approche anthropologique fait que la relation avec les Égyptiens, avec Nasser, est devenue très fluide depuis le début. Chaque année, le Sénégal envoie des milliers d'étudiants pour aller étudier dans l'université d'Al-Azhar. Et ça, les portes ont été ouvertes par cet ambassadeur pour vous dire comment l'approche anthropologique est très importante dans la diplomatie et son évolution. Merci professeur pour ces éclairages. D'après vos explications, il semble bien que la diplomatie n'est plus l'apanage des États souverains. Y a-t-il d'autres acteurs qui participent à la vie diplomatique? Oui, au-delà des acteurs classiques, comme j'ai dit, les diplomates de carrière, il y a d'autres acteurs, comme j'ai eu à le souligner tout à l'heure, avec une diversité de profils, n'est-ce pas? Pour vous montrer que ce n'est plus une question de contenu, de connaissance de traités, de conventions, qui était la mission classique des diplomates. Mais il faut aujourd'hui maîtriser l'autre. Il faut maîtriser des techniques de communication. Il faut un certain nombre de formes qu'il faut remplir pour exercer cette mission avec toute la science requise. N'est-ce pas? Le diplomate doit être très habile. Le diplomate doit être quelqu'un de très souple. Le diplomate doit être quelqu'un de très ouvert. Et comme tu l'as dit, dans toujours cette perspective d'évolution, on a noté qu'il y a eu des organisations internationales, il y a eu des sociétés, des firmes multinationales, les entreprises multinationales, il y a eu même des acteurs individuels. Hein? L'opinion publique même compte en relations internationales et dans la diplomatie. L'opinion publique internationale, n'est-ce pas? Donc, les acteurs sont à la fois des acteurs donc, politiques, des acteurs économiques, des acteurs culturels, des acteurs sociétaux. Donc vous prenez une entreprise multinationale comme Total, par exemple, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça représente en termes comment dirais-je, de poids financier. Son influence est très importante dans les relations diplomatiques. Parce que Total est une entreprise française, n'est-ce pas? La France, dans son approche diplomatique, prend en charge les intérêts de ces entreprises multinationales, n'est-ce pas? Dans les négociations que la France entretient avec les pays amis, ou bien les pays avec qui elle entretient des relations diplomatiques, comme la France, ou ses anciennes puissances, ses anciennes colonies, dont le Sénégal, le Mali, le Niger, en tout cas tous les pays qui ont été colonisés par la France fait tout pour que ces entreprises-là gagnent la plupart des marchés qui sont attribués par ces États-là. Donc, et ça, c'est le poids des entreprises multinationales comme Total qui pousse l'État français à prendre en charge ses intérêts dans ces pays-là. Parce que, dit-on, c'est le général de Gaulle qui le disait, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc la France, c'est tout à fait normal. Si je prends cet exemple, c'est un exemple qu'on vit tous les jours au Sénégal et dans la plupart des pays qui ont été colonisés par la France. Toutes les entreprises multinationales françaises gagnent des parts de marché importantes dans les anciennes colonies. Qu'est-ce qui le fait? C'est parce que justement, la France intègre les intérêts de ces sociétés et de ces firmes multinationales dans ces relations diplomatiques-là. Ce qui fait que les sociétés multinationales donc, influencent de façon vraiment importante, de façon vraiment très connue, les relations internationales. Donc, vous voyez, tous les États, pratiquement,
en tout cas particulièrement les États européens et plus précisément la France, voyagent avec leurs capitaines d'industrie, avec les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces pays-là, on ne peut pas nouer des relations diplomatiques sans prendre en charge les intérêts des sociétés multinationales qui apportent beaucoup dans le chiffre d'affaires de ces pays-là et qui contribuent drastiquement dans le budget de ces pays-là. Voilà donc l'exemple qu'on peut donner dans les sociétés internationales. S'agissant maintenant des organisations internationales, ça coule de source. Pourquoi? Parce que ce sont les organisations internationales qui constituent les lieux où se rencontrent les États. N'est-ce pas? Les relations interétatiques se développent dans le cadre des organisations internationales. Vous prenez l'exemple de l'ONU, aujourd'hui qui est la première organisation internationale dans le monde et qu'on appelle même organisation universelle. Tous les États du monde sont presque membres de l'ONU. Et toutes les négociations internationales sont pilotées par l'ONU, que ce soit les négociations sur le climat, que ce soit les négociations sur l'énergie atomique, que ce soit les négociations dans le cadre sanitaire. Nous sommes en plein Covid. Nous avons vu comment l'OMS, qui est une institution spécialisée de l'ONU, pilote ce dossier-là, le dossier de la pandémie de Covid. Le dossier de ce virus-là est les vaccins. Ça, c'est une organisation mondiale qui est une institution spécialisée des Nations Unies. Donc, les organisations internationales sont au cœur des relations diplomatiques. Toute la tension qui tourne autour de ces vaccins entre pays pauvres et pays développés. Donc, le vaccin est devenu un enjeu géopolitique et géostratégique. Parce que tout le monde pense que c'est ce vaccin qui peut nous permettre de venir à bout de cette pandémie-là. Mais pour avoir ce vaccin-là, il faut beaucoup d'argent. Et malheureusement, les pays de l'Afrique subsaharienne et les pays souvent asiatiques n'ont pas assez de moyens financiers pour se procurer ce vaccin-là. Donc, c'est là qu'intervient l'action de l'OMS pour trouver une solution visant à permettre à ces pays démunis, ces pays qui n'ont pas de moyens, comment accéder à ce vaccin-là. Parce que nous sommes dans une société mondialisée et globalisée. Nous sommes dans un même bateau. Nous avons le même destin en commun et il faut faire en sorte que tout le monde soit sauvé de cette pandémie-là. Professeur, merci pour ces éclairages. Vous l'avez dit tout à l'heure, la diplomatie est le socle même des relations internationales. Peut-on imaginer de nos jours un monde sans diplomatie? La réponse, évidemment, c'est non. Ce n'est pas possible parce que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un même bateau. Et aucun pays ne peut vivre en vase clos. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? D'ailleurs, tous les pays aspirent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à intégrer, à devenir acteurs des relations internationales. Et on ne peut pas devenir acteur des relations internationales si on n'a pas des relations diplomatiques. Soit on veut être membre des Nations Unies, je vous ai dit que tous les pays du monde actuellement presque sont membres des Nations Unies, soit on veut développer des relations bilatérales avec un pays ou des relations multilatérales avec plusieurs pays. Donc on ne peut pas vivre seul parce qu'on n'a pas tout ce dont on a besoin en tant que pays. Même les États-Unis, la première puissance mondiale, ont besoin des autres pays. Ce qui fait que la diplomatie est au cœur des relations internationales. Vous prenez l'exemple d'un pays comme la Palestine, que nous juristes considérons comme tout simplement une autorité. Parce que ce n'est pas pour le moment, sur le plan juridique, un État. Parce que traditionnellement, nous juristes, on dit qu'un État, c'est un territoire, c'est une population, c'est un pouvoir. Malheureusement, jusqu'à présent, la Palestine n'a pas encore de territoire. C'est pourquoi nous parlons d'autorité palestinienne. Cette autorité palestinienne-là fait tout pour être reconnue par d'autres États. Parce que sans reconnaissance internationale, vous ne pouvez pas évoluer dans ce monde. Mieux, même si vous avez cette reconnaissance et que vous avez des... Parce que cette reconnaissance vous impose des droits et des devoirs. Si vous manquez à vos devoirs, il y a des sanctions internationales qui peuvent vous être appliquées. C'est le cas actuellement du Mali, par exemple, et de la Guinée. Des pays qui sont reconnus diplomatiquement par le Sénégal et par les organisations internationales, mais qui sont frappés aujourd'hui de sanctions diplomatiques parce qu'il y a tout simplement
des renversements anticonstitutionnels et antidémocratiques de pouvoir qui étaient en place. Donc, il ne suffit pas d'avoir des relations diplomatiques, mais il faut faire tout pour les préserver, parce que justement on peut les perdre, ou bien ces relations diplomatiques peuvent vous procurer des droits qui peuvent être restreints par la suite à cause de manquements à des obligations que auxquelles l'État devait appliquer. Donc pour vous dire que personne, aucun État ne peut vivre en dehors des relations diplomatiques. Ce n'est pas possible. Nous sommes obligés de développer des relations diplomatiques, sans quoi notre État est condamné. Voilà. D'accord, professeur, merci pour ces éclairages. On se doute bien que les États tirent des intérêts en nouant des relations internationales avec d'autres États. Pouvez-vous nous donner des exemples d'intérêts que peuvent avoir les États en nouant des relations internationales avec les autres États? Et aussi, quels peuvent être aussi les risques, parce qu'on peut en perdre aussi en n'ayant pas de bonnes relations internationales avec les États? Les exemples font légion. Si je prends l'exemple de notre relation diplomatique, je parle du Sénégal, avec le Royaume du Maroc par exemple. Et cet exemple me permet de prendre en charge la conception anthropologique dont je parlais tout à l'heure. Nous tous, nous savons que si notre relation avec le Maroc est en parfaite, vraiment, harmonie, c'est une relation exemplaire en termes de diplomatie. C'est dû en grande partie par le partage d'un certain nombre d'aspects culturels sur le plan de la confrérie. Nous avons la relation confrérique qui repose sur le tijanisme, n'est-ce pas, qui a pris naissance au Maroc, n'est-ce pas? Le fondateur repose là-bas et il y a beaucoup de tijanes au Sénégal. Donc, culturellement, nous sommes très proches du Maroc. Ce qui a fait que nos relations économiques également sont très développées. Je prends l'exemple de la cité émergence ici, qu'on appelle Adowa, n'est-ce pas? Donc, le roi du Maroc, je me rappelle, durant sa dernière visite au Sénégal, a promis au Sénégal de construire, comment dirais-je, le quai de Soumbédioune, n'est-ce pas? Et tant d'autres bénéfices qui sont des retombées de ces relations diplomatiques. Hein? Je peux citer le cas de la grande mosquée de Dakar qui a été construite par les Marocains. Donc, les relations diplomatiques, si elles sont vraiment très développées, si elles se portent bien, ça rapporte des retombées sur tous les plans, surtout sur le plan économique, n'est-ce pas? Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Cette fameuse phrase de De Gaulle. Un État aussi peut décider de rompre ses relations diplomatiques avec un autre État. Parce que peut-être, il ne se sent pas mieux avec cet État-là. Le Sénégal l'a fait avec le Taïwan, n'est-ce pas? Notre pays a eu à développer des relations avec le Taïwan à un moment donné. C'était durant le régime libéral. Mais quand on a senti qu'il est plus profitable pour nous d'avoir des relations diplomatiques avec la Chine, mais notre pays n'a pas hésité à rompre ses relations avec le Taïwan. Justement, professeur, qu'est-ce qui fait qu'un État décide d'avoir des relations diplomatiques avec un État et au détriment d'un autre État? Quels sont les facteurs qui déterminent cela? Ces facteurs sont nombreux. Je rappelais tout à l'heure des facteurs culturels. Si vous prenez l'exemple des relations entre les États-Unis et la Palestine ou l'Israël, par exemple, nous tous nous savons que les États-Unis sont les protecteurs, j'allais dire même de l'État d'Israël, en face de la Palestine. Pourquoi? Parce qu'il y a une fibre culturelle qui lie les États-Unis et l'Israël du fait de la présence des Juifs, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'il y a beaucoup de Juifs, le lobby juif, dont on parle aux États-Unis, n'est-ce pas? Récemment, avec le président qui a été récemment battu aux États-Unis, le président Donald Trump, ce n'est pas pour rien qu'il a voyagé en Israël et déclaré de façon officielle
la reconnaissance comment dirais-je, des États-Unis et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors que nous tous, nous savons que Jérusalem est divisée en deux. Les Palestiniens en réclament une partie et les Israéliens en réclament une partie. Pourquoi le président américain, Donald Trump, a senti le besoin d'aller jusqu'en Israël et de déclarer officiellement que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Parce que culturellement, c'est deux pays qui sont proches. Pourquoi les États-Unis refusent de reconnaître la Palestine? Parce que culturellement, c'est des États qui sont très distants. La Palestine étant un État arabe, bon, j'allais dire une autorité arabe et musulmane, est-ce que vous voyez? Et les États-Unis sont un État, j'allais dire, bien sûr, un État républicain, mais à dominante chrétienne et juive. Donc, culturellement, il y a des États qui ne développent pas des relations diplomatiques parce qu'ils n'ont pas d'affinité culturelle. La seconde raison, ça peut être une raison économique. Je viens de le démontrer avec le Sénégal et le Taïwan, le Sénégal et la Chine. Le Sénégal, à un moment donné, a senti le besoin de développer, de gagner plus avec la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième, sinon même la première puissance économique. Nous avons des réunions internationales, des forums internationaux qui réunissent la Chine et le continent africain. Je ne dis même pas le Sénégal. Chaque année, il y a un forum chino-africain. Regardez les investissements de la Chine au Sénégal. Nous avons même une autoroute qu'on appelle autoroute Ila Touba qui a été construite par les Chinois. Le stade de Diamniadio, le stade multifonctionnel là, ça a été le fruit de notre coopération avec la Chine. Donc, en regardant nos intérêts en tant qu'État du Sénégal, à un moment donné, les autorités se sont dit qu'il était plus profitable pour nous de nouer des relations avec la Chine qu'avec le Taïwan. Je te donne un autre exemple pour terminer sur ce point-là. Pourquoi le Sénégal refuse de reconnaître la République arabe sahraoui? Pourquoi? Parce que nous avons de bonnes relations avec le Maroc. Et le Maroc ne reconnaît pas le Sahara. Le Maroc revendique le territoire du Sahara occidental. Donc, évidemment, cela va de soi. Donc, il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui guident le choix des relations diplomatiques entre États. Et les États, ma foi, ne badinent pas sur leurs intérêts géopolitiques et géostratégiques. Merci beaucoup professeur, merci pour ces éclairages. Nous sommes presque au terme de notre émission. Pouvez-vous nous faire un résumé du sujet qui nous a réunis aujourd'hui ce soir, à savoir l'historique un peu de la diplomatie, son évolution, aussi l'impact de la diplomatie sur la mondialisation? Ok, donc pour terminer, j'aimerais dire quelque chose qui me semble important. Bien sûr, en partant de votre question sur la relation entre diplomatie ou bien la place de la diplomatie aujourd'hui dans la mondialisation. Vous savez, un ancien homme politique français du nom de Hubert Védrine disait que la gestion du monde est devenue aujourd'hui une sorte de réunion de copropriétaires qui ne prend jamais fin. Cela veut dire quoi? Si nous avons des relations internationales stables, c'est parce que nous avons une bonne diplomatie. Au moins, depuis 1945, on ne note pas de guerre mondiale dans le monde. Mais ça, c'est le fait des diplomates, c'est le fait de négociations, c'est le fait de dialogue. Donc, si les relations internationales sont aujourd'hui dans une bonne passe, donc c'est dû à l'action diplomatique des États. Ça, c'est un. Deuxièmement, le rayonnement d'un pays dépend de sa diplomatie. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, le Sénégal, c'est un petit pays qui fait à peu près 17 millions d'habitants. C'est un pays pauvre, très endetté. Pourquoi le Sénégal a un aura au plan international? Pourquoi le Sénégal a une bonne image au plan international? C'est parce que nous avons des relations diplomatiques très, très poussées et très développées, de bonnes relations diplomatiques avec presque tous les pays du monde. Est-ce que vous voyez? Mais même si on peut
on peut aujourd'hui relativiser parce que l'image du Sénégal est en train d'être écornée avec le scandale des passeports diplomatiques aujourd'hui. L'image du Sénégal, le Sénégal est aujourd'hui très surveillé sur le plan diplomatique. Parce que n'oubliez pas, Madame Cissé, que le premier acteur diplomatique de notre pays, c'est le président de la République. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires, d'après notre constitution, nos lois et règlements. Donc, le premier ambassadeur, le garant de notre diplomatie, du rayonnement de notre diplomatie, c'est le président de la République. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'histoire du troisième mandat qui se pose au Sénégal. Parce que il s'agit de faire la connexion. Parce qu'on ne peut pas déconnecter les réalités nationales des réalités internationales. Notre rayonnement diplomatique dépend de notre stabilité nationale. Et le Sénégal est connu à travers le monde pour sa stabilité institutionnelle. Nous n'avons jamais eu de coup d'État, nous n'avons jamais eu de rupture constitutionnelle. Les régimes politiques se sont succédés pacifiquement après une alternance démocratique. Mais l'histoire de ce troisième mandat fait qu'aujourd'hui le Sénégal est très surveillé au plan international. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Et ça déteint sur nos relations diplomatiques. Si on y rajoute maintenant ce que je viens de souligner tout à l'heure, le scandale des passeports diplomatiques, notre image est écornée aujourd'hui au plan international. Donc nous devons tout faire pour réhabiliter l'image du Sénégal au plan international. Donc pour dire tout simplement, et pour finir sur ce point-là, la diplomatie, ce n'est rien d'autre que l'art, vous l'avez dit. C'est un art. Donc qui dit art suppose qu'il y ait des lois, qu'il y ait des codes, qu'il y ait des traditions. L'art de la conduite des relations entre les États. Comment faire pour que ces relations puissent se développer dans la paix, dans la cordialité, dans l'entente et dans le respect des intérêts respectifs. Parce que tous les États ont des intérêts. Mais comment faire pour que ces intérêts soient sauvegardés, pour que chacun tire profit de l'autre? La diplomatie, ce n'est rien d'autre que ça. Maintenant, l'acteur qui est au cœur de cette diplomatie, c'est le diplomate. C'est l'agent qui est le trait d'union, qui sert de relation entre ces deux États-là. Cet agent-là doit remplir un certain nombre de critères pour que ces relations entre les deux États puissent être au beau fixe, puissent être des relations qui se développent de la meilleure des manières. Voilà un peu ce que je voulais dire pour finir sur ce thème-là qui me semble important et vraiment qu'on ne peut pas épuiser en une heure de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à développer. Merci professeur, merci pour ces éclairages et merci aussi pour votre disponibilité. Quel est votre mot de fin? Bon, d'abord vous remercier de l'invitation parce que c'est la première émission, il me semble. Si vous avez choisi ma modeste personne pour démarrer cette émission, c'est une confiance qu'on ne peut pas mesurer et que je mesure à sa juste valeur. Et ça me va droit au cœur et c'est un honneur pour moi, n'est-ce pas? Donc la deuxième chose, c'est que l'émission est une émission, il me semble, importante parce que le concept de diplomatie, la diplomatie de façon générale, n'est pas assez bien traité dans nos médias, n'est-ce pas? Et nous tous, nous savons que le Sénégal, c'est un pays qui dépend beaucoup de sa diaspora, n'est-ce pas? Et la diaspora contribue peut-être à hauteur de 1000 milliards, plus de 1000 milliards, selon les chiffres officiels, hein, dans notre PIB, n'est-ce pas? Donc, développer une émission autour des relations diplomatiques, autour de la diplomatie, me semble être une chose importante parce que notre pays dépend en majeure partie de sa diplomatie et de sa diaspora. Maintenant, pour finir, peut-être vous souhaitez bonne chance, plein succès dans cette émission. Vraiment, je suis très content d'être présent sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci professeur, en tout cas merci pour ces éclairages. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était votre émission autour de la diplomatie. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.